On est de retour dans la grande édition de TV7. C'est l'heure de notre grand débat consacré ce soir au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. Un fléau qui fait l'objet d'un film poignant diffusé en avant-première demain soir au cinéma Utopia de Bordeaux. Ce film s'appelle TKT pour T'inquiète en jargon jeune. Il décortique les mécanismes du harcèlement qui touchent 1 million d'élèves en France chaque année. Et pour parler de ce sujet lourd, j'accueille 3 invités. À ma droite, Alexis Chor, vous êtes coordinateur du pôle prévention de l'association e-Enfance, une association qui sensibilise chaque année 200 000 enfants, parents, professionnels sur la problématique du cyberharcèlement. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche également Florent Faure, vous êtes directeur de l'inclusion numérique chez Orange pour la zone Grand Sud-Ouest et vous êtes notamment coproducteur de ce film, TKT. Et également avec moi, Aurélie Jartou, vous êtes assistante sociale en milieu scolaire, vous êtes également secrétaire académique du SNAZEN-UNSA. Le SNAZEN, c'est le syndicat national des assistants de service social de l'éducation nationale. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'était bien de poser les choses. La première question, elle est toute simple, elle est pour vous, Aurélie Jartou. Concrètement, comment on définit le harcèlement ? Comment une situation où on part d'une moquerie devient vraiment du harcèlement ? Alors tout d'abord, c'est l'élève qui va définir cela. On va le rencontrer, on va évaluer plusieurs critères. On a une grille de repères de signaux qui relève d'une définition de harcèlement. On va voir comment lui vit la situation, dans quel état psychique il se trouve. On va bien évidemment évaluer s'il y a une situation de répétition, de violence. On va essayer de définir s'il y a une situation de harcèlement et comment lui vit cette situation-là. Si c'est le premier événement, si on est dans une situation de conflit ou s'il y a une notion de répétition. Voilà. S'il est en capacité de se défendre ou pas, combien de protagonistes sont concernés par la situation. Et on va essayer de rencontrer les différents interlocuteurs pour évaluer la situation. Le changement avec les réseaux sociaux, avec les écrans, c'est que désormais le harcèlement, il se prolonge au-delà des portes de l'école, notamment sur la sphère numérique. C'est encore plus difficile de lutter contre ce fléau ? Alors, oui et non. Parce que dans le harcèlement au milieu scolaire, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir, où il n'y a pas beaucoup de preuves. Quand un acte de violence se commet dans les toilettes, à l'extérieur de l'établissement scolaire ou autre, c'est difficile de le repérer. L'avantage du numérique, c'est que souvent ça laisse des preuves. Maintenant, à la différence d'il y a quelques années, quand on était harcelé à l'école, on était harcelé de 9h à 17h. Aujourd'hui, on peut être harcelé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes qui existent, Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Donc le harcèlement, il peut s'envenimer beaucoup plus rapidement, que ce soit pour des très jeunes, parce qu'on a aussi des très jeunes qui sont victimes de harcèlement au milieu scolaire et donc de cyberharcèlement à la suite, mais aussi chez les plus vieux, même chez les étudiants ou chez les adultes. Florent Faure, vous travaillez pour Orange, qui est coproducteur du film TKT, qu'on va voir dans quelques instants, la bande-annonce. Vous avez aussi une plateforme pour sensibiliser aux dangers du numérique. Pourquoi un opérateur télécom il s'engage sur ce sujet et surtout, quels sont ses leviers d'action ? Eh bien, tout simplement parce que déployer les autoroutes du très haut débit, c'est évidemment notre cœur de métier. Mais si on se contentait de faire ça, on ne serait pas un opérateur responsable. Et on s'est fixé une raison d'être et une mission qui est d'aller bien au-delà, à savoir de donner les clés d'un numérique responsable. Puisque, encore une fois, le numérique, c'est fantastique, ça ouvre tout un champ de possibilités, mais ça comporte aussi sa part de risques et de dangers, notamment pour les plus exposés, que sont les jeunes, mais aussi d'autres populations comme les seniors. Donc notre mission, c'est vraiment de donner ces clés à travers des bons usages, des bons réflexes, de favoriser un numérique finalement qui soit sécurisé, qui soit serein, et de faire de ce monde numérique une opportunité pour tous. Et donc c'est pour ça qu'on agit aussi à travers des dialogues avec les parties prenantes. On est évidemment en soutien d'e-Enfance. On est associé avec le rectorat pour déployer des ateliers numériques et on essaye d'être dans une logique de plaidoyer à travers notamment ce film qui a été produit par Orange Belgique. Je tiens à le rappeler au départ, puisque ce film est sorti il y a 1 an en Belgique. C'était d'ailleurs le dernier rôle à l'écran d'Émilie Dequesne. On en parlera peut-être. Mais en tout cas, c'est important pour nous, en tant qu'opérateur télécom, de montrer qu'on va au-delà et un peu comme si on donnait
les clés d'une voiture sans le permis et sans le code de la route. Donc on a vraiment besoin d'accompagner ces populations, et notamment les jeunes, qui sont surexposés, il faut le dire, avec déjà plus de 3 heures par jour devant les écrans quand on parle de primaire, 2/3 des primaires qui sont déjà sur les réseaux sociaux, alors que c'est interdit aux moins de 13 ans. Donc on a vraiment cette problématique, c'est un défi sociétal, et on souhaite l'adresser. Alors ce film, on va en parler tout de suite. Il est sorti, vous l'avez dit, il y a 1 an, mais il sera disponible en salle à partir de mercredi prochain. Mais en attendant, il est diffusé demain en avant-première au cinéma Utopia de Bordeaux. L'histoire, c'est celle d'Emma, une lycéenne de 16 ans qui en apparence est bien dans sa peau, mais en réalité elle est harcelée par ses camarades jusqu'au jour où elle tente de se suicider, elle tombe dans le coma, et il va y avoir une espèce de fantôme de cette jeune fille qui va essayer de comprendre les ressorts qui l'ont poussée à cette tentative de suicide. D'abord, on va regarder la bande-annonce. C'est quoi ce truc encore là? C'est ridicule, on dirait une vieille. T'as un souci, ma chérie? T'inquiète, ça va. Je pensais vraiment qu'on était amis, moi, et que t'étais une fille bien d'ailleurs. Mais je suis une fille bien. Je suis audace. Me fout de la paix, cette connasse. Je suis vraiment désolée, j'ai besoin de toi, papa. Ah, c'est bon, on peut rire, non? Alors on les voit à la fin de cet extrait, les 2 parents, vous l'avez dit, il y a Emily Dequesne, l'actrice qui est décédée en mars dernier d'un cancer, et Stéphane de Groot qui joue les parents. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de comprendre comment les parents sont désemparés face à cette situation, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas. Pourquoi le harcèlement, Aurélie Jartou, il est souvent invisible, y compris pour les proches. Alors là, effectivement, on parle d'une situation de cyberharcèlement. Donc effectivement, les parents aujourd'hui se sentent pas toujours à même de vérifier d'une part ce qui se passe sur le portable de leurs enfants. Il y a une notion de vie privée, il y a aussi une notion, on n'est pas tous à l'aise avec les réseaux sociaux aujourd'hui pour les parents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même normalement un espace de parole qui doit se créer entre les parents et les enfants pour essayer d'échanger sur leur bien-être, sur comment se protéger aussi dans leurs échanges sur les réseaux sociaux. Voilà, effectivement, tous les parents ne vérifient pas ce qui se passe dans le portable de leurs enfants. Comment éduquer, Alexis Schorl, les parents à ces dangers-là ? Alors, comment éduquer les parents? Il faut parler évidemment des réseaux sociaux. Qu'est-ce que font les jeunes sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok? Qu'est-ce qui se passe sur ces réseaux-là? Mais je trouve que c'est aussi important de ne pas forcément culpabiliser les parents, parce que ça peut être difficile de savoir aussi ce qui se passe dans le monde des jeunes. Le harcèlement, ça existe depuis toujours. Et à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup parce qu'effectivement, on ne s'était pas trop médiatisé ou autre. Les réseaux sociaux ont mis la lumière sur ce fléau aussi. Et donc, pourquoi je dis qu'il ne faut pas forcément culpabiliser les parents? Parce que c'est difficile de savoir aussi ce qui se passe dans la tête d'un jeune. On sait que la communication à la maison, ça peut être aussi compliqué. On le voit d'ailleurs dans le film, où les parents sont des parents très aimants. Je ne vais pas trop spoiler, mais ce n'est pas une famille où souvent on peut se dire c'est parce que c'est une famille qui est un peu déstabilisée, où il y a des carences éducatives ou autre. Au contraire, ça peut très bien se passer. Les parents peuvent être parfois même conscients des risques, mais ça peut être difficile de voir tout ce qui s'y passe. Maintenant, effectivement, vous avez raison, on peut diminuer les risques en essayant d'instaurer à la maison des temps de communication sur ce sujet-là, de pouvoir faire de la sensibilisation dans les écoles dès le CP jusqu'à la terminale, en tout cas pour les niveaux scolaires classiques, mais aussi aller voir les parents. Nous, régulièrement, nous allons faire des interventions près des parents pour les sensibiliser évidemment à ces sujets-là, mais aussi au harcèlement. Qu'est-ce que c'est concrètement le harcèlement en milieu scolaire? Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Et qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis alerté? Si mon enfant est victime, témoin ou auteur. En tant que parent, c'est encore plus difficile parfois quand son enfant est auteur, parce que souvent on se dit mais ce n'est pas possible. Donc effectivement il y a plusieurs solutions
qui existe. Je ne sais pas si on va en parler tout de suite ou si je peux en parler maintenant. Allez-y. Mais effectivement, e-enfance, il y a la prévention, vous en avez parlé, où mon équipe, dont je les remercie, interviennent tous les jours dans les établissements scolaires, et les parents et les professionnels. Mais on gère aussi le numéro 3018, qui est le numéro national pour toutes les victimes de harcèlement en milieu scolaire en France, de cyberharcèlement, qui est géré par des psychologues, des juristes, des sociologues, qui est ouvert tous les jours de l'année, de 9h à 23h, par chat ou par téléphone, ce qui permet aux jeunes de communiquer directement via l'application mobile. Aussi, au-delà d'avoir ce soutien psychologique, juridique, numérique, on a aussi le pouvoir de demander la suppression des contenus violents, sexuels ou autres qui auraient pu être transmis en faisant cette demande de suppression aux réseaux sociaux directement. Justement, pour y rebondir, est-ce que les opérateurs comme Orange ont le pouvoir de bloquer les contenus problématiques sur les grandes plateformes américaines, TikTok, Instagram, Facebook? Alors ça tombe bien parce qu'effectivement on a lancé... déjà je tenais à dire que 70% des parents aujourd'hui ne savent pas du tout ce que font leurs enfants sur Internet. Alors sans aller jusqu'à espionner, on peut tout à fait aussi améliorer cette communication, ne serait-ce que par l'intérêt que peuvent porter les parents aux activités de leurs enfants sur le numérique. Mais pour répondre très concrètement à votre question, nous avons effectivement besoin en tant qu'opérateur d'être présent aussi sur les offres. Et cette offre qui s'appelle Safer Phone, qui est sortie à la rentrée, permet justement d'équiper, sur ce moment charnière, qui est le premier équipement de l'adolescent, qui intervient aujourd'hui aux alentours de 10-11 ans quand même, d'équiper un adolescent pas seulement avec un terminal, mais aussi avec tout un tas de solutions intégrées dans ce terminal, comme évidemment le contrôle parental, mais aussi des solutions anti-harcèlement, avec la détection des messages à caractère de harcèlement, avec la prévention, avec la constitution d'un dossier de preuve. Donc on a intégré dans cette offre Safer Phone qui a déjà séduit quelques dizaines de milliers de jeunes depuis son lancement, parce qu'encore une fois, c'est important que les parents aient aussi les outils. La communication, Alexis en a parlé, c'est important, mais il faut les outils. Ce qui est un petit peu décevant, c'est de s'apercevoir que même quand les parents ont les outils, ils ne l'activent pas forcément. Donc on a aussi ce travail d'éducation à faire vis-à-vis des parents, qui est de dire, vous avez le contrôle parental qui est offert et qui est inclus dans l'offre, activez-le, parce que sinon ça sert à rien. Donc il y a ces messages à passer, mais il faut effectivement répondre, d'une part évidemment en déployant les réseaux, ça on le fait au quotidien, c'est notre cœur de métier, en ayant les bonnes offres, et en ayant aussi les bonnes compétences. Et ces compétences, on les travaille à travers des ateliers qu'on propose aux parents sur notre espace qui s'appelle Bien vivre le digital, parce que c'est important, encore une fois, que les parents sachent comment mieux maîtriser l'usage de leurs adolescents. Et puis à travers effectivement nos partenariats qu'on a dans la région, je tiens à le rappeler, on travaille avec Cap Science, on travaille avec le foyer fraternel, avec le rectorat, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est important d'aller au plus près de ces populations grâce à ces acteurs associatifs, la plupart du temps, qui sont proches de ces populations. Le cyberharcèlement, il ne se voit pas, il n'est pas vu par les membres du personnel de l'établissement scolaire. Comment on forme les professeurs à détecter les comportements problématiques ? Justement, aujourd'hui, on doit former tous les personnels sur le harcèlement et je pense qu'il faut que les enseignants soient vigilants au bien-être des élèves, au climat scolaire au sein de la classe, au changement de comportement, aux remarques qu'ils pourraient entendre au sein de la classe. Voilà, on essaye de former aujourd'hui tous les personnels de l'établissement scolaire pour que justement il y ait cette vigilance, cette écoute, cette bienveillance à l'égard des élèves et même des élèves eux-mêmes en fait, avec les élèves ambassadeurs, pour qu'on soit tous vigilants à repérer les moindres signaux d'une souffrance ou de remarques qui pourraient arriver au sein de la classe ou des récréations, voilà. Vous avez des exemples concrets, des témoignages, des jeux de rôle ? Comment ça se passe une formation ? Alors, une formation auprès des personnels, vous voulez dire ? Donc, auprès des personnels, forcément, on va effectivement avoir deux parties. Une partie un peu concrète, où on va définir le harcèlement, où on va parler de la loi, des démarches qu'on peut mettre en place au sein de notre établissement. Mais aussi, on va faire des études de cas, effectivement, dans le cadre du protocole phare, de la formation que l'on met en place auprès des personnels. On fait des études de cas à partir de situations concrètes. Voilà. Une tendance qui parfois se dégage, c'est que les parents n'ont pas forcément conscience et donc minimisent en se disant c'est des gamineries, c'est des jeux d'enfants entre guillemets qui tournent parfois
mal, mais ils minimisent. Est-ce qu'il y a aussi un travail pour les faire prendre conscience que ça peut être vraiment très grave ? Totalement. La minimisation du sujet, elle est par, comme vous avez dit, les gamineries, et aussi sur le « bon, ça sera pas mon gamin ». Un peu sur ce sujet-là, que ce soit victime ou auteur. Et d'ailleurs, on pense jamais à ce que notre enfant soit auteur. Alors que dans les chiffres, on a peut-être plus de chances que notre enfant soit auteur de harcèlement, finalement, que victime de harcèlement. Donc, effectivement, il y a de la sensibilisation. Pour moi, l'éducation, c'est un triangle entre 3 personnes. Les enfants, où il faut aller les sensibiliser, leur parler du sujet. Toujours. On sait que la prévention, ça fonctionne, mais on sait qu'il faut continuer à le faire, que ce soit les enseignants qui en parlent, les assistants d'éducation, des intervenants comme les intervenants de l'association e-enfance, les parents, d'aller revoir les parents, d'en parler via des conférences le soir, que l'école puisse en parler, sur les ENT ou directement à l'école, sur les réunions parents-prof par exemple, dans des conférences un peu débat du soir que l'on fait dans les écoles, souvent entre 18h et 20h. On peut faire aussi de la visio, voir ce genre d'émission aussi à la télé, c'est super pour pouvoir parler aux adultes. Mais également les professionnels, évidemment. Donc les enseignants, vous en avez déjà parlé évidemment sur la formation des enseignants. Nous aussi, on intervient pour les sensibiliser, pour qu'il y ait un double discours, autant par le ministère que aussi par d'autres personnes comme l'association e-enfance. Donc il faut toujours en parler, montrer évidemment les conséquences très graves. Hein. Évidemment, on connaît bien la conséquence du suicide, qui est une conséquence évidemment tragique et horrible, qui arrive tous les ans malheureusement plusieurs fois, mais aussi toutes les petites conséquences qu'on n'imagine pas. On sait qu'il y a à peu près 1 million d'enfants victimes de harcèlement en France actuellement. On sait qu'il n'y a pas 1 million d'enfants qui vont mettre fin à leur jour, heureusement évidemment, mais on sait qu'il y a peut-être 1 million d'enfants qui vont souffrir aujourd'hui, qui vont être dans un état de tristesse très profond, qui vont peut-être avoir peur d'aller à l'école, et ça pour nous ce n'est pas possible. Qui est 1 million d'enfants qui se demandent est-ce qu'aujourd'hui je devrais aller à l'école ? Non, l'école c'est censé être un endroit où ils sont en sécurité évidemment, où ils sont là pour apprendre des choses, mais pas là pour vivre du harcèlement. Tous les enfants auteurs de harcèlement ne sont pas des bad boys, des méchants qui ont envie de harceler. C'est parfois des enfants qui n'en ont pas conscience. Parfois oui, évidemment. Hein. Donc l'objectif c'est de parler à tous les enfants au même niveau, et de ne pas dire lui il est victime, lui il est témoin, lui il est auteur, mais de plutôt prendre toutes les catégories, se dire qu'est-ce que je fais maintenant si aujourd'hui je me rends compte que je suis victime, si je me rends compte que je suis témoin, si je me rends compte que je suis auteur. Rappeler la citoyenneté évidemment, rappeler les numéros, mais rappeler aussi d'aller en parler à des adultes de confiance, que ce soit à la maison, à l'école évidemment, il y a plein d'adultes qu'on doit continuer à former évidemment, pour faire en sorte de minimiser le moins possible ce sujet qu'est le harcèlement. Sur les réseaux sociaux, les traces du cyberharcèlement, elles restent avec les messages, avec les vidéos. Il y a des preuves, et pourtant, les victimes, bien souvent, elles n'en parlent pas. Pourquoi elles se censurent ? Alors, il y a effectivement, chez les jeunes, on le voit nous, à travers nos ateliers, hein, déjà on leur démontre que, et c'est intéressant par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas de harcèlement sans complice. Alors ces complices, déjà, ils peuvent être un peu passifs, parfois, mais il y a des harceleurs, et il y a toujours des complices, ne serait-ce que réagir sur un réseau social, même par un smiley ou autre, c'est alimenter la chaîne. Donc on leur démontre déjà que ça c'est important de ne pas le faire. Pourquoi ils n'en parlent pas ? Tout simplement parce que, on le voit très bien d'ailleurs dans le film, hein, il y a cette peur, d'une part, de se séparer d'un groupe auquel on a envie de rester attaché, hein, un groupe d'amis, de copines. En l'occurrence, là, c'est un groupe de copines qui se ligue contre elles. Et on n'a pas envie de perdre ce lien quand on est ado, parce que c'est celui auquel on est le plus attaché, finalement, en dehors de son lien familial. Mais on voit très bien que ces ados-là, ils ont besoin de cet attachement, de ce lien social que leur procurent les réseaux sociaux. Mais parfois, quand ce lien il se casse pour X raisons, tout s'écroule pour eux. Parce qu'au final, ils n'ont pas d'autres moyens, et c'est pas avec leurs parents qu'ils arrivent à trouver ce dialogue et cet espace de confiance. Pourtant, ça devrait être le cas, mais en l'occurrence, on le voit. Donc, nous, on essaie vraiment de bien sensibiliser. On a sensibilisé déjà 600 000 jeunes depuis le début de 2021 qu'on a lancé ce programme, sur le fait que
c'est vraiment important, comme ça a été dit, d'en parler à un adulte de confiance, toujours, et puis de faire en sorte aussi de faire comprendre, ça se voit aussi dans le film, aux complices, des fois qui se disent, mais moi j'ai juste fait que relayer, que transférer, c'est pas moi qui suis à l'origine de la vidéo. Mais ça, c'est aussi dangereux que d'être à l'origine de la vidéo finalement, puisqu'à chaque fois qu'on fait progresser cette chaîne, eh bien on l'amplifie et bien le danger et la menace et la douleur pour l'adolescent s'amplifie avec. Allez-y. Je voulais rebondir. Une des raisons aussi pour lesquelles les victimes n'osent pas en parler, c'est parce qu'elles se sentent coupables. En fait, elles vont se poser une question simple. La victime, qui va recevoir plusieurs brimades, insultes, repartages de contenu, photos et vidéos, elle va se poser la question toute simple de pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qui subis ça et pas les autres ? J'ai raison. J'ai une idée. C'est peut-être moi le problème. Donc si c'est moi le problème, pourquoi en parler ? C'est-à-dire que les autres ont raison de cette situation. Donc je ne vais pas en parler. Et en fait, ça va créer un peu un schéma de domination entre... C'est le but du harcèlement, c'est d'avoir une relation asymétrique, finalement. Un dominant et une personne qui va être dominée dans sa situation sociale. Et donc, à partir du moment où on a une relation asymétrique, un enfant qui est victime et qui est plus faible dans cette situation va se dire que la personne qui est supérieure a totalement raison. Donc aucune raison d'en parler au-delà de tout ce qui a été dit. Mais les vrais coupables sont les harceleurs. Est-ce qu'on est assez dur avec eux ? Est-ce que les sanctions prises, elles sont assez sévères ? Je ne sais pas si je suis... c'est vrai que ce n'est pas de mon ressort. Moi, je suis assistante sociale. Quel est le protocole quand un harceleur est détecté ? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises ? Bien sûr, il y a des sanctions qui sont prises. Il peut y avoir plusieurs sanctions. Alors, d'une part, aujourd'hui, le chef d'établissement est censé faire un fait établissement qui va remonter à la DSDEN. Ensuite, on peut faire un signalement article 40 auprès du procureur. Et puis, il peut y avoir une sanction au sein de l'établissement par le biais d'un conseil de discipline. Voilà. Il y a différentes mesures en fonction de la gravité des faits. Je voulais aussi vous faire réagir sur un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les préconisations contre TikTok. Vous l'avez dit, ce sentiment de culpabilité, il est aussi nourri par les algorithmes des vidéos qu'on consulte sur les réseaux sociaux. Ce rapport, il préconise notamment d'interdire TikTok aux moins de 15 ans. Il propose aussi un couvre-feu numérique. Vous, en tant qu'opérateur télécom, qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport ? Nous, en fait, on est favorable à tout ce qui peut préserver, la santé mentale et le bon usage numérique des adolescents. Donc, s'il y a des directives, évidemment, il faut qu'elles soient prises au niveau européen et qu'elles s'imposent à tous. Et évidemment, Orange, en tant qu'opérateur de référence, les appliquera. Et on est persuadé qu'effectivement, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, des enfants qui sont en âge de ne pas être légalement sur les réseaux sociaux le soient. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà aujourd'hui une minorité numérique qui est en vigueur en France et qui n'est pas respectée. Alors ils utilisent soit les comptes de leurs sœurs et frères, soit de leurs parents. Enfin, il y a aujourd'hui une sorte de laisser-aller qui est dangereux parce que je précise que les principales craintes des parents aujourd'hui, il y en a 3. C'est le temps d'écran. C'est l'exposition à des contenus inappropriés et c'est le cyberharcèlement. Et les 3 sont évidemment intimement liés, plus on passe de temps sur les écrans, mais il faut savoir aussi qu'il y a plus d'un enfant sur 2 en primaire qui visionne des contenus pornographiques. Donc on voit qu'il y a vraiment besoin de mieux réguler, et ça doit se faire effectivement au niveau européen et au niveau de l'ensemble des opérateurs, appliqués par l'ARCEP notamment, parce que c'est encore une fois un défi sociétal et auquel les opérateurs ne peuvent pas se soustraire. Dernière question, est-ce que les outils, les nouvelles technologies type intelligence artificielle peuvent aider à lutter ou au contraire ça peut aggraver ces cas de harcèlement ? Alors, potentiellement, ça pourrait aider sur des outils qui permettraient, par exemple, de répondre plus facilement à un jeune sur différents outils. Imaginons un contrôle parental qui permettrait de voir des actions ou de prédire ce qui peut se passer. Maintenant, aujourd'hui, force est de constater que, pour le moment, l'IA a commis plus... il y a plus de conséquences depuis l'IA concernant le harcèlement qu'il y en avait avant. Donc ce qu'on appelle par exemple le deepfake. Donc c'est de reproduire soit le visage d'une personne, soit dénuder directement une personne grâce à l'intelligence artificielle. Et on parle de mineurs.
En plus, je ne parle pas que des adultes, mais mettre des enfants dénudés avec une simple photo. Donc on agit parfois sur des comportements pédocriminels, évidemment, qui existent sur différents types de groupes, sur différents réseaux sociaux. Donc ça, au-delà des conséquences du cyberharcèlement, il y a toutes les conséquences pédocriminelles, mais on pourrait imaginer plein aussi de comportements, de photomontage, de contenu avec l'IA. Ouais. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, on arrive au terme du chrono. Merci beaucoup de votre participation, c'était très intéressant. Merci. Et merci à vous également pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Léa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Avant Bivouac à 19h45, restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.